Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu 7, les temps forts de l'actualité de cette semaine. Nous retrouvons les invités de ce numéro de Actu 7. Il s'agit de Sylvain Epiphane Vidiakou, directeur du site d'information afriquereport.com, et Rodrigue Ahego, qui est journaliste freelance. Rebonjour les confrères. Bonjour. Voilà, la CDP a vu s'inspirer des expériences de ses pairs du Parti socialiste, du Parti social-démocrate PSD du Bénin. Comment trouvez-vous l'initiative? Il faut dire déjà qu'avec la CDPA, ils sont amis depuis bientôt 2 décennies. Et donc ils sont des compagnons de lutte. Et chez eux, ça a marché. Au Togo, ça n'a pas encore marché. Donc, leur visite s'inscrit en prélude au sommet d'Accra, à la conférence à Accra de tous les socialistes, et ensuite à une seconde conférence encore en Guinée-Bissau et à une troisième conférence en Asie, qui va rassembler tous les socialistes de ce monde. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'ils soient venus. Ça a permis aussi à la CDPA de savoir que ça marche ailleurs et de pouvoir peut-être maintenant reconcentrer les énergies, mieux comprendre le problème togolais afin de trouver une solution. Voilà, Rodi, quand on dit que ça a marché ailleurs et qu'on veut s'inspirer, c'est ça. Et ça veut dire que c'est aussi une piste pour trouver des stratégies, puisqu'on accuse notre opposition d'avoir manqué à plusieurs reprises de stratégies dans cette démarche. C'est aussi une piste d'aller s'inspirer du côté des amis du Bénin. Oui et non, parce que c'est pas forcément ce qui marche ailleurs qui marche au Togo. Vous savez, même si vous êtes un commerçant milliardaire au Ghana, vous arrivez au Togo, vous pouvez perdre vos milliards parce que le territoire togolais, je ne sais pas si c'est une malédiction, mais c'est pour ça que les gens disent que c'est un pays atypique. C'est un pays où tout semble aller de l'envers. Et puis, on ne comprend pas grand-chose. Donc, moi, je pense plutôt que c'est une visite, par exemple, d'un ami à un ami, d'accord, en difficulté pour le soutenir moralement et peut-être pour lui parler un peu des remèdes utilisés à son niveau pour guérir ce mal-là, pour voir si ça peut lui marcher. C'est un peu comme vous avez les maux de tête et que quelqu'un qui a déjà eu les maux de tête, qui a utilisé paracétamol, vienne vous dire prenez para. Ça ne veut pas dire que si vous prenez paracétamol... Ça doit marcher forcément. Voilà, donc moi, je crois que c'est un peu ça. Parce que compte tenu de notre contexte togolais, franchement, nous vivons dans un espace très isolé, et dans un monde peut-être qui est en train d'être créé. Et voilà un peu. Donc je crois que la CDPA ne peut que aller dans le sens des autres partis politiques de l'opposition, parce que les recherches de stratégie et de techniques se poursuivent pour pouvoir arriver à mettre fin à cette léthargie que nous vivons. Donc je crois que ça peut rentrer dans ce cadre, mais dire de go que ça doit marcher, je ne pense pas. Voilà, Sylvain, pensez-vous que la CDPA a aujourd'hui une jeunesse forte? Malheureusement non. Malheureusement non, parce que nous sommes rendus... Déjà, il faut se rappeler des temps de la conférence nationale souveraine au Togo, où certains hommes politiques ont traité la CDPA de parti d'intellectuels et de vieux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont toujours quelques jeunes, du moins dans le parti, mais vous voyez, la plupart de leurs jeunes avaient quitté le Togo à l'époque de la conférence nationale et ne sont plus revenus et sont restés à l'exil. Donc à un moment donné, le parti n'a pas pu se redynamiser pour pouvoir recentrer ses énergies vers les jeunes. Donc du coup, le parti n'a pas assez de jeunes. Je ne crois pas du tout. Aujourd'hui, quand vous voyez leur état-major, il n'y a que quelques jeunes aussi dont la barbe est déjà en train de blanchir. Donc, on voit clairement, dans une analyse plutôt visible, que la CDPA n'a pas une jeunesse au sens propre du terme. Voilà, le sujet qui a beaucoup plus... je crois que sur cet aspect, vous savez, aujourd'hui, moi je ne vais pas seulement parler de la jeunesse au niveau de la CDPA, il faut parler de la jeunesse togolaise dans son ensemble. Parce que c'est une jeunesse qui semble inconsciente de la situation qu'elle vit, une jeunesse qui... c'est votre avis? Oui, ça c'est mon avis. On voit la jeunesse au niveau du car, on voit la jeunesse Attendez, je vous explique. Vous savez, quand on prend la jeunesse togolaise, elle est semblable à une feuille que le vent prend à tort et à travers. Donc c'est une jeunesse qui flotte, une jeunesse qui n'est pas assise sur des fondamentaux, une jeunesse qui n'a même pas de repères. Parce que quand vous voyez, Sylvain a parlé tout à l'heure par exemple de ces jeunes aux barbes blanchies qu'on retrouve, mais quand on voudra faire le bilan de leurs activités en tant que jeunes, est-ce qu'on a un bilan positif? Ça, c'est laissé à l'administration de chacun. Mais quand vous prenez la jeunesse togolaise dans son ensemble, vous comprenez que c'est une jeunesse qui n'est pas fixée sur un objectif plein.
C'est une jeunesse qui court vers le gain facile et donc est capable de une jeunesse manipulable. D'accord. C'est parce que la situation sociopolitique oui, et économique, tout mais ça n'empêche pas que la jeunesse togolaise prenne conscience de la situation qu'elle vit. Aujourd'hui, quand on prend le taux de chômage, c'est élevé à quel niveau? Au sein de la jeunesse. Quand vous prenez aujourd'hui nos universités, elles livrent chaque année que Dieu fait des milliers de diplômés sans emploi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que finalement, c'est des milliers de diplômés, non seulement sans emploi, même en manque de capacité et de repères. Donc, ils sont facilement manipulables. Il suffit juste, par exemple, qu'on les sollicite dans la rue pour peut-être prendre un petit billet. Je crois que vous avez l'habitude de voir ce que ça donne. Et au même moment, la même jeunesse revient se plaindre comme quoi nous chômons. Alors, comprenez. Mais quand vous prenez par rapport à la jeunesse au Burkina Faso, vous en avez vu. Par rapport au changement de situation. Quand on prend la jeunesse au Bénin, vous avez vu que les gens, par exemple, vous prenez une élection où il y a eu plusieurs milliardaires qui ont pris part à cette élection. Mais la jeunesse béninoise a su choisir, a su s'exprimer. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui au Togo, vous ne reconnaissez pas la jeunesse. C'est une jeunesse qui se retrouve dans toutes les couleurs, dans toutes les sauces, qui n'a pas de repères. Voilà. L'autre sujet. Moi, je crois quand même qu'il faut relativiser. Pour la jeunesse togolaise. Oui, c'est à fait. Je pense que ce qui s'est passé au Bénin ou ce qui s'est passé encore au Burkina, pour le Burkina, je pense que c'est juste un sursaut intellectuel. Vous voyez, au Togo, nous n'avons pas beaucoup d'intellectuels. C'est aussi votre avis? Oui, les quelques rares, non. Quand on parle d'intellectuels. On a des diplômés, pas des intellectuels. On a des diplômés. On a quelques rares technocrates, on a beaucoup de techniciens, quelques rares technocrates et quelques rares intellectuels. Parce que ce qu'on appelle intellectuel, ce n'est pas ce que nous voyons. Je peux vous donner un exemple d'intellectuel comme Edom Kodjo, c'est un intellectuel. Je peux vous donner un exemple d'intellectuel. Il est contesté actuellement ailleurs. Non. Vous savez, quand on parle d'intellectuel, il ne s'agit pas de politique ou de religion, de quoi que ce soit. Nous avons des intellectuels. Philippe Fano Kopordio, c'est un intellectuel. Nous avons des intellectuels comme par exemple Lariga peut-être. Oui, c'est un intellectuel lui aussi. Nouboupo, c'est un intellectuel. Agbome est un intellectuel, mais sans considérer leur côté politique, quoi. Mais c'est quand même des intellectuels. Donc le Togo n'a pas beaucoup d'intellectuels, mais quand vous allez au Burkina, quand vous allez au Bénin, ils ont tellement d'intellectuels que la jeunesse a des repères. Chez nous autres ici, dans ce pays aussi, ils souffrent de chômage. Ils en souffrent. Et c'est vrai que chez nous, le chômage est plus accentué. En 11 ans, Fonia Singbe a créé en tout pour tout environ 15 000 emplois. Alors que nous sommes 8 millions environ aujourd'hui, et au pays on est 6-7 millions. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas fait grand chose pour lutter contre le chômage. Ils ont sans doute investi 2 ou 3 petits milliards pour la création d'emplois, mais peut-être même les 2 ou 3 petits milliards dont je parle n'ont pas été très bien gérés. Bon, ça, c'est un sujet à part. Il faut préciser que c'est éphémère, parce que vous lisez sur les plateformes la fin de mandat, par exemple, des plusieurs milliers de volontaires qu'on va larguer après 5 ans. Oui, donc il y a dans les 15 000 emplois dont je parle, justement, il y a les emplois éphémères, les emplois aléatoires, et maintenant il y a quelques vieux retraités qui sont là, qui refusent de partir. Donc ça fait que la jeunesse togolaise n'a pas en réalité de repère, n'a pas de modèle pour pouvoir s'exprimer. Alors que dans les autres pays, ils ont des modèles. Elle est manipulable. Oui, elle est manipulable. Tantôt c'est telle partie qui instrumentalise la jeunesse, tantôt c'est l'autre qui instrumentalise la jeunesse. Vous voyez, quand par exemple il s'agit des sujets, normalement dans les autres pays, quand il s'agit des sujets d'intérêt commun, mais le peuple est uni. Ce qui s'est passé au Bénin quand Yaïbouni aurait pu tripatuer. Il aurait pu tout simplement modifier la constitution, toiletter la constitution pour passer. Mais la jeunesse a refusé. Tout le monde, tout le peuple béninois était uni à un moment donné pour dire non, tu ne peux pas passer. Même dans sa propre maison, sa femme n'était pas d'accord. C'est ce qu'il faut également pour le Togo. L'autre sujet, je le disais tantôt, qui a fait plus couler de salive et de gaz lacrymogène quelque part cette semaine. Et parlant de salive, ça continue par en faire couler. C'est Epipi 2016. 2 pierres sacrées prises pour une même édition de cette fête traditionnelle. Extraordinaire, Rodrigue. Moi, je ne dirais pas que c'est extraordinaire, puisque je m'y attendais depuis quelques années. Vous avez vu, le peuple gain a vendu son âme au diable. Je m'excuse si les gens pensent que c'est trop fort. Parce que c'est ahurissant. C'est ahurissant. On ne peut pas comprendre qu'une fête traditionnelle ait prise franchement une telle voie. Entre-temps, pour commencer, on a transformé la prise de la pierre en festival de jet de pierre. C'était, je crois, en 2010. Et par après, les gens, à cause de leur intérêt démesuré, intérêt glouton, ont décidé de saper l'image et le moral du peuple gain. Vous savez, dans cette histoire, il y a la femme, l'argent
et puis le moi, c'est-à-dire sans moi, plus personne d'autre, qui est en train de se cultiver à outrance, malheureusement, décimant ainsi le peuple gain. Les gens s'entre-déchirent. On voit Sinon, plutôt comment on peut facilement comprendre qu'une cérémonie qui date de 354 ans puisse être travestie par une jeunesse ou une pas seul, là-bas il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi il y a la jeunesse, il y a aussi les vieux, et c'est deux camps qui s'affrontent, et ces deux camps qui s'affrontent malheureusement, si vous allez au fond, vous comprenez qu'au fait ce ne sont pas des identités propres au peuple gain. Ces personnes-là qui incarnent cette division ne sont pas forcément issues de l'ancestral gain. Donc vous comprenez aujourd'hui que c'est une histoire de politisation à outrance qui consiste à envoyer premièrement un virus sur une machine pour déstabiliser la machine, contaminer la machine et désorienter la machine. C'est ce qui se passe au niveau du peuple gain et c'est lamentable. Sinon, aller jusqu'à prendre. Et puis vous comprenez que sur le plan gouvernemental, on semble lire une prise de position. Justement. Parce qu'on a consacré tout l'arsenal de l'État en faveur, par exemple, d'une personne, d'un camp. Et de l'autre côté, on a consacré les gaz lacrymogènes achetés par l'argent du contribuable togolais pour les gazer, juste pour les éloigner. Là, je pense que ce n'est plus une cérémonie, mais ça devient plutôt, je ne sais pas si on peut l'appeler festival humoristique ou j'en sais rien, mais ça a pris une autre théâtral peut-être. Oui, ça a pris une autre allure. Sylvain, selon vous, laquelle des deux cérémonies est normale ou bien légitime? Je suppose déjà que la seconde doit être celle qui est officielle. Moi, je dois dire qu'en réalité, je ne suis pas gain et encore moins d'Anéha. Vous êtes journaliste. Oui. Et je n'ai donc pas le droit de dire que tel est légitime ou tel ne l'est pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en milieu Zio, par exemple, à Thivier, celui qui parraine dans le sens pratique à la fête traditionnelle, c'est Togbe Passa Godio Folisset. Celui qui parraine à Bobozan, qui a lieu aujourd'hui même, à Ngotien, pour tout le peuple élevé, donc, qui est à Bobozan, c'est Agokoli. C'est lui encore le président du comité, enfin du club Eveto, qui rassemble tous les évêques Ghana, Bénin, Togo. Donc, de Go, ce qui se passe à Anéha aujourd'hui est scandaleux. C'est tout ce qu'il y a de plus scandaleux parce que je n'arrive même pas à comprendre pourquoi est-ce que des gens s'opposent au chef traditionnel, au roi qui est Folie Bébé, et organise la cérémonie. N'est-ce pas un problème de conflit de compétences entre les prêtres vaudous et les rois? Non, pas du tout. Notre constitution togolaise est claire. Les chefs traditionnels ou rois sont les garants des us et coutumes. Donc, ce sont eux qui protègent les us et coutumes et ce sont eux qui les mettent à exécution. La constitution leur reconnaît ça. Et en milieu gain, en l'occurrence, ils ont même une constitution de leur fête traditionnelle. Ils ont une constitution des traditions chez eux. Vous savez comment, dans ce milieu, ils sont plus souvent intellectualistes, pour ne pas dire élitistes. Donc, ils ont une constitution qui parle de la manière dont il faut célébrer toutes ces fêtes-là. Donc, à un moment donné, il faut savoir que c'est le chef qui a la priorité. Donc, ce qui se faisait depuis quand nous on était enfants, je parle là de mon expérience parce que j'ai assisté plusieurs fois, c'est quoi? C'est Folie Bébé qui a toujours désigné, ou qui a toujours parrainé en tout cas cette fête. Et celui qui prend la pièce, le grand prêtre qui va dans cette brousse-là, qui va dans la forêt, sous l'autorité de Folie Bébé. Oui, il est sous l'autorité de Folie Bébé, et non pas le contraire. Mais ce qui s'est passé... Non, ils ont un conseil de chef traditionnel. Bien sûr, ils ont un conseil, et même il y a même le peuple qui désigne même le grand prêtre de... avec la complicité de la divinité. Oui, Sakuno, bon, qu'il m'excuse, je ne connais pas très bien le thème. Et ensuite, Maman Kolé, ils ont 41 divinités. Sakuma. Oui, Sakuma, voilà, c'est le nom ça. Donc le grand prêtre est désigné aussi à la fois par le peuple béni, bien sûr, par le chef traditionnel, c'est ce qui se passe. Mais ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que quelqu'un a été lui relevé tout simplement de ses fonctions par le peuple lui-même. Nimantier, bien sûr. Oui, on a choisi quelqu'un, oui, Ayayi alias Nimantier, on a choisi quelqu'un d'autre à sa place. Et il a refusé de se résoudre à la décision du peuple, à la décision des chefs. Et il est béni par les autorités. Voilà, moi, je ne vais pas parler de politisation. Parce que quand on dit on politise quelque chose, ça veut dire qu'on le politise pour des intérêts politiques. Mais s'il ne s'agit pas d'intérêts politiques... Justement, comment appréciez-vous la position du gouvernement togolais dans cette affaire? Je vais m'expliquer. Moi, je ne pense même pas que ce soit la position du gouvernement togolais. Je pense que ce n'est que la position de quelques personnes, quelques personnalités de mauvaise foi, comme Madame Amedjogbe, par exemple. Ariette? Oui, Amedjogbe, par exemple. C'est des personnalités
de mauvaise foi, comme le président de la délégation d'Anéro, comme le préfet des Lacs, des gens qui ont eu de la mauvaise foi de soutenir Nimantier. Parce que comment est-ce qu'on peut même expliquer leur soutien? En réalité, comme je le disais, quand on dit politique, ça veut dire que vous avez des intérêts politiques. Mais là, en l'occurrence, quand nous parlons du peuple gain, si vous voulez par exemple avoir l'électorat dans un milieu, qu'est-ce qu'on fait? De manière élémentaire. La Sciences Po nous dit, bon, vous prenez l'élu, c'est-à-dire vous prenez celui qui est plus léger, mais ce sont les rois qui sont légitimes à Anéro. Mais il n'y a que 6 rois qui ont décidé de sanctionner Nimantier, apparemment. Non, mais parmi les 6 rois, il y a quel roi? Il y a le grand. Quand on dit... Enfin, il y a beaucoup de chefs à Anéro, mais c'est les Guinfiorgan. Mais il y a Guinfiorgan. Donc, Guinfiorgan... fait partie de ces 6. Oui, mais Guinfiorgan, c'est lui le patron. Ensuite, maintenant, il y a les Guinfiors, les petits Guinfiors, les Togbevi. Et il y a le Togbegan. C'est comme ça, ça se passe. Donc, partout, il faut respecter la hiérarchie. Nimantier n'était plus, à un moment donné, le chef. Ce problème-là a commencé depuis 2008 et même un peu avant, lorsque l'UNESCO a reconnu la célébration, la prise à pied. Donc finalement, c'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Ce n'est qu'une question d'argent, cette histoire. Ce n'est qu'une question de milliards. Ce n'est qu'une question d'argent. Et non pas vraiment question politique. Parce que si ça coquinait avec les chefs, ils auraient pu avoir les voix si c'était une question politique. Donc, ce qu'ils ont plutôt fait va semer la division. Ils vont plutôt perdre des voix. Donc, ce n'était pas politique. Moi, je m'attendais même dans la journée quand les rois, donc Folie Bébé et sa suite avait pris le pied, je m'attendais à ce que peut-être le chef de l'État ou quelqu'un de très haut placé puisse appeler à Medjogbe et Nimantier leur dit bon, il faut surseoir à votre cérémonie pour éviter la division. Mais malheureusement, ça a été fait et Nimantier n'a pas été protégé par la police, non, il faut rectifier le mot. La police a intimidé la population, c'est différent. En protégeant Nimantier. Non, ce n'était pas de la protection, parce que tout le monde a le droit d'être protégé lorsque vous êtes en danger. Parce qu'à un moment donné, la population allait le prendre. La population allait prendre en otage Nimantier et le tabasser. Et la police l'a protégé. Mais ce n'était pas de la protection. La police a plutôt intimidé la population en mettant des gaz lacrymogènes achetés par notre argent, en utilisant le carburant acheté par notre argent, en utilisant l'arsenal dont ils ont fait usage hier, gendarmerie et la police. Ça, c'est tout ça. Notre argent, c'est ce qu'ils ont utilisé contre la propre population. Non, ce n'était pas une protection de Nimantier, mais c'était plutôt une intimidation policière de la population pour que Nimantier fasse calmement tout ce qu'il a voulu. Et le pire dans l'histoire, c'est que Togo Cellulaire, qui est notre entreprise, mon entreprise à moi aussi, puisque c'est une entreprise d'État, donc créée par notre argent, de notre impôt, de nos taxes, Togo Cellulaire a financé ça. Finalement, Rodrigue, laquelle des 2 pierres est celle de la 354e édition de PP, puisqu'il y a eu 2 pierres? Non, si vous permettez, comme Sylvain l'a dit tantôt, nous ne sommes pas bien placés pour répondre à cette question, mais puisqu'elle est posée, les populations attendent forcément une réponse. Moi, je crois qu'on doit oublier rapidement qu'il y a eu une cérémonie de prise de pierre en 2016. La 354e n'aura pas existé. On doit l'oublier, parce que je me dis, est-ce que c'est encore sacré cette pierre-là? Est-ce que cette pierre est sacrée parce que l'année dernière, elle a été peinte en bleu turquie, on l'a appelé, oui. Voilà, et cette année, on a pris une blanche blanche et sale, une blanche sale, et dans l'après-midi on a pris une blanche neige. Maintenant, quand vous prenez, ça voudra dire que n'importe quel kidam peut se lever aujourd'hui, aller par exemple quelque part dans le lac là-bas chercher une pierre et dire que moi aussi j'ai pris ma pierre. Donc on va oublier ça. Ça a été une pagaille organisée, et ce qui m'énerve ou ce qui est écœurant dans tout ça, c'est qu'on ait choisi de sacrifier l'argent du contribuable togolais au moment où les gens en ont besoin quelque part pour avoir l'eau potable. Voilà. C'est ça qui me donne un peu de chair de poule. Là, je me dis que les gens ne savent pas par où orienter l'argent du contribuable togolais. Sinon, en temps normal, tous ces gaz lacrymogènes, on a pratiquement gazé toutes les maisons. On a pratiquement gazé toutes les maisons. Et les confrères qui ont effectué le déplacement ont inhalé. Ils sont en train de se remettre peu à peu de cette inhalation de gaz lacrymogène. Et puis, il faut voir même tout l'arsenal. La ville a été un état de siège. Carrément, tout simplement parce que dans l'après-midi, on doit prendre une pierre blanche. Une seconde. Écoutez, pierre. Je vous dis, si réellement l'État devrait prendre position, là je parle de l'État, pas le gouvernement, parce que le gouvernement est sous l'autorité de l'État. Si l'État devrait prendre une position, je crois que c'était d'aller à une réconciliation des deux camps
pour trouver un module vivendus pour permettre à cette cérémonie de bien se dérouler. Je crois qu'à un moment donné, Genfiogan et ses alliés ont vu cela arriver et ils ont décidé du déroulement en catimini de la cérémonie. La sobriété de la cérémonie. Malheureusement, les gens qui veulent que ce soit du boucan, c'est là où ça rejoint Vidirakou quand il parle de l'argent. C'est une question d'argent. Pourquoi, par exemple, les gens doivent dépenser pour mobiliser la gendarmerie, la police? Pourquoi les gens doivent ériger Manu Militari des apatam? Pourquoi les gens doivent, si des gens doivent ça, mobiliser par exemple des prêtres vaudous, mobiliser des chefs traditionnels, mobiliser par exemple la mairie, la préfecture, alors qu'il y a d'autres priorités? Écoutez, tout le monde sait que bien avant, il y a des années, cette situation a à un moment donné voulu se présenter à l'ère du feu général président Eyadéman, mais ça a peut-être trouvé un moyen de se calmer, mais avec l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir, je crois que le peuple gain a redoublé médiocrement de vitesse et de pression dans sa tradition et l'a vendu très moins cher. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui hier croyaient en cette cérémonie ne peuvent plus tellement en croire. Et si moi je suis à la place de l'UNESCO, je suspendrai ma subvention à cette cérémonie, le temps de voir clair dans ce qu'il s'agit. Parce que, prenez par exemple, les gens prennent la pierre là pour circuler dans tous les musées au monde pour collecter des sous. Parce que vous savez, les Blancs, quand on parle de divinité, l'Afrique passe maître. Et le Brésil, les Antilles. Donc quand on vient en Afrique, on semble venir aux sources pour voir l'identité réelle de ces pratiques ancestrales-là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore identitaire? Je doute fort. Voilà. Ce n'est plus sacré. Et pour en finir, deux pierres, 2 années, doit-on dire, puisque une pierre est censée marquer le début d'une année chez les Gains. Deux pierres, c'est 2 années, peut-être la question n'a pas sa place, mais bon. Non, moi et puis j'allais même, pour répondre à cette question, même réagir pas parce que Rodrigue a dit concernant la réconciliation. Non, je pense qu'il n'y a eu qu'une seule prise de pierre la dernière fois. On a assisté à 2 cérémonies. Oui, mais c'est une seule pierre. Parce que, vous savez, dans nos pays, il y a quand même ce qu'on appelle l'importance mystique d'un chef traditionnel. Il a une légitimité, pas seulement aux yeux de la population ou aux yeux des autorités politiques, parce que les chefs traditionnels existaient bien avant nos États. Ils existaient depuis. Donc, ils ont une légitimité mystique, une légitimité spirituelle. Donc, vous parlez des chefs je parle des chefs traditionnels. Je parle des chefs traditionnels. Ils ont une légitimité mystique. Sont différents. Sauf que de nos jours, on sent que cette légitimité... Là où je suis, moi, Sylvain, je peux aller tout de suite me faire un vaudou, être prêtre vaudou. Je peux aller si j'ai un peu d'argent. Mais vous ne pouvez pas être facilement roi. Je ne peux pas être facilement roi. Ça, c'est autre chose. Roi, c'est autre chose. Donc, ils ont une légitimité mystique, une légitimité traditionnelle, une légitimité spirituelle, une légitimité, je ne sais pas, sacro-sainte, quoi. Donc, c'est toute chose. Donc, quand eux, ils touchent à quelque chose, ça devient différent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et dans notre milieu, en Afrique ici, c'est comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait, moi, je considère plus ça que ce qui a été fait dans l'après-midi par des individus qui sont rassemblés entre eux pour partager une manne descendue de je sais où. Il y a des chefs traditionnels là-bas. Oui, il y a eu quelques chefs traditionnels, mais le chef traditionnel, toujours en Afrique, lorsqu'il choisit la mauvaise voie, il est désacralisé. Moi, ce que Nimantier Saklik ont fait la dernière fois, vous savez, ils ont désacralisé la pierre. La cérémonie de la pierre a été désacralisée tout simplement. Aujourd'hui, on ne peut même plus se lever pour parler au nom de cette pierre. C'est ce qui restait encore de plus ou moins authentique en matière de culture au Togo. Et voilà, c'est politisé, à Bobozan, tout ça, ce n'est plus vraiment ça. Ce qui restait de plus authentique encore, c'était la seule prise de la pierre sacrée. Et malheureusement, voilà ce que Nimantier Saklik en a fait. Voilà ce que Amedjagbe Saklik en a fait. C'est malheureux. Donc moi je pense que la dernière fois il n'y a qu'une seule pierre. Moi je considère qu'il n'y a qu'une seule pierre parce que l'autre pierre a été prise. L'autre pierre a été prise entre Griffe Gazma et Tabasserie. Je le dis comme ça. La pierre a inhalé. Et oui, la pierre aussi a inhalé. C'est d'ailleurs même peut-être le pourquoi c'est Blanche-Neige. À cause des gaz lacrymogènes, la pierre a changé de couleur. Mais c'est le même Nimantier qui a quand même pris la pierre qui a été peinturée l'année dernière. C'est dû lui. C'est d'ailleurs le pourquoi il a été. Vous savez, ils avaient préparé ce coup depuis longtemps. Quand le président de la délégation spéciale avait mis sur pied son fameux comité de célébration, dans lequel il a invité le professeur Gouakoué, Amedjagbe et autres. Il a nommé Amedjagbe comme étant celle qui devrait recréer l'harmonie entre les grands chefs, Lawson, Nana, Angé et Folie Bébé,
recréer une sorte de convivialité entre les trois pour cette célébration-là. Donc, ils ont préparé ce coup depuis très longtemps. Quand tu perturbes une pierre sacrée, tu n'es plus digne de rentrer dans la forêt. Et c'est la décision que malheureusement, Folibé avait déjà fait une erreur en 2008. Genfiogen, il avait déjà fait une erreur malheureusement en 2008 lorsque lui-même il avait pris un décret normal Nimantier. C'était une erreur parce que normalement on ne choisit pas comme cela il n'a pas laissé la divinité choisir. Voilà, donc il avait lui-même, parce que le grand prêtre qui était là n'était plus, il avait choisi de fait Nimantier. C'est après quand il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. C'est lui qui avait donné cette autorité à Nimantier. Quand il s'en est rendu compte, il est revenu en arrière, surtout avec les conneries que l'autre a commencé, il a mis fin à son mandat. Et il a maintenant laissé place à la divinité de choisir et au peuple de choisir son représentant. Voilà. Autre sujet, la rentrée scolaire 2016-2017 a été repoussée de 3 semaines par le gouvernement togolais pour cause la tenue du sommet extraordinaire sur la sécurité maritime dans notre pays. Pensez-vous que l'enseignement fait partie des priorités du gouvernement togolais? Malheureusement, non, si on s'en tient à ce communiqué. Comment peut-on dire qu'on repousse la rentrée pour un sommet qui ne va mobiliser en rien les élèves ou les enseignants? Parle-t-on d'argent, parle-t-on de politique, parle-t-on de quoi? Moi, je pense que le gouvernement n'avait peur que d'une seule chose. Les revendications des enseignants? Oui, non, ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Russie. Vous savez, à l'occasion de ces grands sommets, certains syndicats et autres se mobilisent et vont revendiquer aux yeux, au nez, donc à la barbe des invités, des participants. Donc quand ça se fait, tous les participants repartiront, puisqu'ils viennent d'un peu partout de l'Afrique, repartiront avec cette image-là. Je pense que et aussi les syndicats risquent donc dans leur manège de saboter le sommet. Je pense que c'est ce que le gouvernement a tenté juste d'éviter. Mais de là, ce communiqué nous dit clairement que le gouvernement ne met pas dans ses priorités l'éducation. Parce qu'en rien, l'éducation n'allait entacher, la rentrée scolaire n'allait entacher leur sommet. Et Rodi, quelles sont alors, selon vous, les priorités de notre gouvernement? Les priorités de notre gouvernement, je crois que nous sommes dans un mandat social. Et quand on parle de mandat social, il y a la santé, il y a l'éducation. Maintenant, les deux pôles prioritaires, voilà. Sauf que quand vous prenez en matière de santé, le gouvernement a démissionné. Sinon, on ne transformerait pas nos hôpitaux en deux véritables mouroirs. Et quand vous prenez sur le plan éducation, depuis quelques années maintenant, le chef de l'État lui-même a reconnu que le secteur de l'éducation n'allait pas, que ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Et il a annoncé à l'époque la tenue des assises nationales de l'éducation. Sauf que ça a été un éléphant blanc vendu dans un discours politique. Et depuis lors, jusqu'à présent, c'est revendication sur revendication. Alors, cette année encore, les gens se préparaient déjà. Il n'y a pas que les syndicats. Il y a aussi les chefs des établissements préscolaires et primaires du Togo qui se sont constitués en association et qui ont compris qu'ils ont été bernés l'année dernière et qui se préparent à aller en revendication juste à la rentrée, fermant donc les écoles aux enfants. Donc vous comprenez? Et donc pour désamorcer la bombe là et éviter... Comme mon confrère vient de le dire, éviter quand même que les syndicats aillent exposer l'anus, comme on le dit de façon vulgaire dans nos jargons, l'anus du gouvernement aux vieux yeux et au su de ces invités de marque qui vont venir au sommet. Ben, le plan rapidement est sorti, mais c'est macabre. C'est macabre parce que ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. La rentrée, vous savez, quand je prends la zone dans laquelle va se dérouler ce sommet-là, l'établissement scolaire direct qu'on peut trouver dans l'environ là, c'est au niveau du lycée cité. Et quand on parle de lycée cité, c'est pratiquement des universitaires. Et ce ne sont pas des enfants. Et comme certains parents d'élèves le disent, je ne vois pas, par exemple, les gens qui seront au sommet en train de courir dans les rues pour cogner ou renverser les élèves, ou du moins aller, par exemple, déjeuner dans les établissements scolaires pour qu'on dise que ça va empiéter sur la rentrée scolaire. Vous savez, ça dit tout simplement que l'éducation n'a pas sa place. Et pour corroborer mon argumentaire, prenez par exemple la décision qui est sortie récemment au niveau du ministère des Enseignements supérieurs, décidant donc de la suspension des bourses et augmentant d'ailleurs les frais d'inscription à l'université. Vous comprenez que tout se fait aujourd'hui pour orienter la jeunesse vers les travaux champêtres, vers peut-être les émigrants, là ils sont encore rackettés, ou vers encore cette histoire de volontariat qui ne fabrique que de potentiels chômeurs à vie. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui,
on doit rapidement reconsidérer cette position-là. Parce que moi, je crois que quand on parle de sécurité maritime, c'est au niveau de la mer. Et quand on prend la mer, les enfants, il n'y a pas d'établissement scolaire là-bas. D'accord? Maintenant, eux, ils vont siéger au niveau de l'hôtel Radisson Blu. Et je vous dis, pour parler même de, peut-être moi, hier j'ai compris, ou avant-hier, je me suis posé une seule question, ou bien est-ce qu'il y a une sorte de menace terroriste sur notre pays? Parce que, avant d'aller dans la zone là, on vous demande votre carte d'identité. Vous ne pouvez pas pénétrer la zone. C'est pour la sécurité. C'est quadrillé. C'est devenu un état de siège. Vous arrivez en même temps, ça vous donne l'impression qu'il y a peut-être une attaque qui se prépare. Non, écoutez, vous savez, on n'a plus besoin de ce spectacle. C'est désolant. Nous avons besoin de l'avenir de nos enfants, et l'avenir de ces enfants-là se prépare avec l'éducation. Et quand on fait entorse à l'éducation, je crois qu'on nous dit tout simplement que l'éducation n'a pas sa place. Et puis, figurez-vous, si les enfants de nos autorités fréquentaient nos écoles-là, pour paraphraser un peu les propos d'un ancien Premier ministre, je ne crois pas qu'on déciderait ça. De cette façon-là, voilà. Ou bien de ce report. Alberto Olympio mérite 5 ans de prison. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice togolaise il le mérite peut-être, Sylvain. Une fois encore, je ne suis pas avocat ou juge pour me prononcer là-dessus, mais je vais te dire ce que moi j'en sais. Vous voyez, cette histoire-là a commencé. Moi, j'ai lu tout le bouquin de Alberto Olympio concernant la manière dont il a créé Accent. Je prends le parti des Togolais. Oui, le parti des Togolais. Et son second livre, j'ai eu le privilège et la chance aussi de jeter un coup d'œil sur une partie. Un livre qui doit nous arriver bientôt au Togo. Je me rends compte d'une chose, je me rends compte d'une machination derrière l'homme politique Alberto Olympio. Donc, et du coup, il ne mérite pas ces 5 ans de prison. Donc, je ne vais pas. Oui, à mon avis, en tout cas. Vous voyez, déjà, pour la même affaire, le juge avait pris déjà une décision. Le juge avait pris des gens de non-lieu pour la même affaire. Et miraculeusement. Il est revenu sur sa décision. Non, c'est pas qu'il est revenu sur sa décision. L'avocat de Alberto Olympio, son avocat, donc, est allé. Célestin Abougan est allé prendre aller constater le non-lieu. Il a même vu lui-même le document donc du juge signé noir sur blanc que voilà un non-lieu, j'ai prononcé. Miraculeusement, quelques jours après, pour maintenant aller encore à la justice pour signer, pour reprendre le document qu'il avait lui-même déposé, le document a disparu du dossier. Le document de non-lieu signé par le juge a disparu des dossiers. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Qui est venu prendre ce document? Alberto Olympio a donc jugé bien de porter plainte contre et le procureur et le magistrat. Parce que ce n'est pas normal qu'un juge prenne une décision de non-lieu et que la décision disparaisse plus tard. Donc, le juge n'est pas revenu sur sa décision. C'est qu'à ce jour, on peut dire que la décision n'existe plus, n'existe nulle part. Même pas dans les archives. Vous imaginez, on ne peut pas concevoir. On ne peut pas concevoir ça, parce qu'un juge prend une décision, au moins, on aurait une seconde copie dans les archives. Mais même pas dans les archives. Même pas des fichiers dans les ordinateurs. Oui, non, tout a disparu tout simplement. Non, ça c'est une machination. Une machination de ces mauvaises mains, de ces mains noires-là qui sont derrière pour nuire à Alberto Olympio. Et puis, vous savez, Coris Management, ou donc le capital risque de la BOAD, ne finance pas qui veut. C'est après avoir fait beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'investissements, beaucoup de visites en Côte d'Ivoire, à Accent, et au Sénégal, à Accent. Après avoir fait beaucoup de processus qu'ils ont conclus et ont accepté mettre leur capital dans l'entreprise de Alberto Olympio. Donc aujourd'hui, revenir porter plainte pour dire qu'il a fourni de faux documents. Non, comment est-ce qu'on peut fournir un faux document? Et Coris Management, le fonds Coris ne serait pas au courant. Comment est-ce qu'on peut fournir de faux documents dans ce monde? Comment est-ce que Alberto Olympio peut fournir de faux documents dans ce monde et eux ne le sauraient pas? Alberto Olympio n'est pas quelqu'un de caché. Il faut aller voir Bill Gates, lui demander qui il est. Il faut aller juste aux États-Unis voir par exemple Barack Obama même, avec qui il a travaillé, lui demander qui il est. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est caché, il n'a rien à cacher. Cet homme a toujours été, même quand il était la toute première fois, je veux dire après cette partie, dans les années 2000, quand il est arrivé à Togo Telecom comme consultant de Microsoft pour travailler sur leur logiciel, les gens de Togo Telecom l'avaient vu. Il n'avait rien à cacher. Cet homme n'a absolument rien à cacher. Alors, ce procès-là qui est fait, je ne dis pas que notre justice n'est pas une bonne justice. Je fais toujours confiance à la justice togolaise. Je suis sûr qu'il y a des juges, quelques bons juges là-bas encore qui travaillent très, très bien, qui sont très honnêtes, mais sincèrement,
il faut reconnaître la vérité pour dire que certains juges là-bas, ils sont tous simplement à côté de leur boulot. Ils sont corrompus. Voilà pourquoi Alberto Olympio doit gêner le gouvernement, selon vous, Rodrigue. Vous savez, permettez quand même, avant de parler du gouvernement, de parler de la justice togolaise. Si nous sommes aujourd'hui ici à parler de ce dossier, c'est tout simplement parce que notre justice a manqué de professionnalisme dans l'exercice de cette fonction-là, une haute fonction qui normalement dit le droit. Et chez nous au Togo, on ne dit pas le droit, mais on pratique le droit d'humeur. Vous comprenez? Si votre tête plaît, ben, on peut tout faire, même si vous êtes en faute, on peut tout faire pour vous blanchir. Et si votre tête ne plaît pas, vous pouvez avancer tous les arguments de ce monde, toutes les preuves de ce monde. Ça va disparaître un beau jour et vous serez condamné à vie. Donc comprenez que le péché de Alberto Olympio, à mon avis, aujourd'hui, c'est le fait d'avoir choisi de venir contribuer sur le plan politique au développement de son pays. Il a péché. Cette histoire ne date pas de ce jour. Mais cette histoire de Kori Management, est-ce que c'est aujourd'hui? C'est seulement aujourd'hui que les gens voient qu'il y a faux et usage de faux? Est-ce que c'est la BOAD qui a porté plainte pour faux et usage de faux? Je ne comprends pas. Parce que s'il y a faux et usage de faux, ça doit plus préoccuper la banque qui a mis vraiment des fonds pas possibles dans cette histoire. Cette banque ne s'est pas plainte. Et quand vous prenez le déroulement, qu'est-ce qu'on a à cacher pour faire disparaître, par exemple, une décision de justice? Et la question est de savoir qu'est-ce que le juge a vu entre-temps avant de prendre la décision de non-lieu. D'accord? Et si ça disparaît, ça voudra dire qu'il y a forcément quelqu'un qui a intérêt que Alberto Olympio soit dans le pétrin. Il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que Alberto Olympio ne soit pas dans le sillage politique. C'est en cela que moi je peux parler d'harcèlement sur le plan politique. Et puis quand vous prenez même le déroulement, aujourd'hui, c'est un peu comme si c'est fait à dessein, pour rapidement, c'est comme s'il y a une prérogative ou une priorité liée à ce dossier-là, que les gens veulent aller vite, très très vite. Vous voyez, ça fait longtemps que nous parlons de l'affaire des incendies des marchés. Les gens croupissent en prison. Jusqu'à présent, on ne sait pas quand est-ce que le procès aura lieu. Il y a plein d'autres affaires. Quand vous prenez l'affaire d'escroquerie internationale, aujourd'hui, les gens sont dans la nature. Vous comprenez? Et quand vous prenez cette affaire-là, aujourd'hui, c'est vrai que Alberto est dans la nature, mais on veut tout faire rapidement pour le condamner. Donc, je crois aujourd'hui que peut-être son implication sur le plan politique gêne quelqu'un. Ça dérange quelqu'un. Et surtout, souvenez-vous que quand il est arrivé, il a sorti une faille de l'appareil électoral au Togo. Je veux parler du fichier électoral. Et il a démontré par A plus B que c'est un fichier corrompu. Et quand vous prenez l'importance capitale que revêt les élections et le fichier électoral, tout le combat qui se bat autour de ce fichier au Togo, vous comprenez qu'il a touché du doigt un point sensible. Il a mis son doigt dans la plaie de quelqu'un qui peut avoir intérêt à ce qu'il disparaisse de la scène politique. Maintenant, et donc si notre justice travaillait dans les règles de l'art, aujourd'hui on aurait totalement confiance en cette justice. On ne parlerait pas de pièces qui auraient disparu entre-temps, mais on aurait confiance totalement en cette justice. Et si cette justice arrivait à condamner Alberto, on dirait que bon, peut-être que Alberto a fait quelque chose de mal. Mais parce que notre justice n'est plus tellement crédible. Prenez même, quand vous prenez l'affaire Sronvi et tout ce qui tourne autour, quand les justiciers, comment dirais-je, ceux qui doivent dire le droit s'entretuent avec le droit. Il y a problème. À plus forte raison. Le temps nous fait de feu. À l'actualité et à l'étranger, Ali Bongo a-t-il gagné la présidentielle au Gabon, oui ou non? Non, moi je ne suis pas membre de la CEMA, pour encore moi du ministère de l'Intérieur, donc je ne peux pas le dire, mais après sa proclamation, il y a contestation. Les éléments qui sont à notre disposition nous permettent de dire qu'Ali Bongo est mal élu aujourd'hui. Les éléments qui sont là. Je ne vous donne qu'une seule preuve, du moins qu'un seul élément. Quand on dit que dans tout le pays, la participation électorale fait 52%, donc environ 50% pour tout le pays. Il y a un problème. Malheureusement, oui, déjà il y a un problème, mais malheureusement dans la partie nord, c'est-à-dire dans le fief de Ali Bongo, la participation électorale est de 99,99%, soit 100%. Normalement, si c'était vraiment les 100%, 99,99%, dans tout le pays, on devrait être à au minimum 75% de participation électorale. Donc ça veut dire déjà que c'est
les chiffres chez lui, c'est faux. Ont été gonflés. Oui, ont été gonflés, donc c'est déjà faux. Deuxième élément, je pense que la conclusion qu'il faut tirer de cette élection, si les chiffres d'Ali Bongo s'avéraient vrais, donc 49%, 48%, c'est qu'il n'y a pas une alternative qui a été donnée au peuple gabonais. Le peuple gabonais n'a pas eu d'alternative, il n'y avait que deux candidats, deux mastodontes de candidats. Du coup, ça nous ramène aussi à parler de la question des élections à 2 tours. Vous voyez, aujourd'hui, Ali Bongo n'a pas été élu par le peuple gabonais, si on considère même les résultats que lui-même il a donnés. Pas 49%, il y a eu 600 000 votants, lui, il a pris environ 118 000. 600 000 votants, il a pris environ 118 000. Ça veut dire qu'il n'a eu que la majorité du vote, mais pas la majorité du peuple. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va diriger une partie du peuple. Quand on prend à peine juste les 600 000 votants, c'est déjà très, très peu pour le Gabon qui est beaucoup plus peuplé que ça. On prend 600 000 votants, tu as pris 118 000, tu as voté par qui? Donc il ne sera pas légitime aux yeux du peuple parce qu'il va prendre des décisions que beaucoup ne vont pas respecter. Donc ça nous ramène aussi à parler de la nécessité de faire les élections à 2 tours dans nos pays. En l'occurrence, le Togo, il faut en parler. L'élection à 2 tours, c'est aujourd'hui ça le modèle démocratique dans le monde entier. Toutes les vieilles démocraties font ça parce que c'est ça ce qui est normal. Mais pour Ali Bongo, nous savons tous qu'il n'a pas gagné. Rodrigue, on note une réaction plutôt concrète, doit-on dire, de la communauté internationale de cette affaire. Est-ce votre avis? Vous savez, moi, je ne voudrais pas parler de réaction concrète au niveau de la communauté internationale, parce que la même situation s'est produite au Togo, cette même communauté internationale a applaudi. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, au Bénin, au Gabon, autant pour moi, je pense que cette communauté internationale est à la chasse de l'intérêt. Son intérêt serait en jeu. D'accord, donc sur ce plan-là, je crois que je suis assez clair. Maintenant, quand on prend la situation elle-même qui prévaut là-bas au Gabon, ben, écoutez, si vous organisez les élections que vous avez gagnées, 600 000 voix, vous n'allez pas, par exemple, perdre beaucoup de jours pour proclamer. Si tout est clair, vous n'allez pas, par exemple, lancer un assaut contre l'état-major, par exemple, de l'adversaire pour brouiller peut-être les pistes sous prétexte que vous êtes à la recherche des gens qui ont incendié, par exemple, l'Assemblée nationale. Si tout est clair, comment est-ce que, par exemple, dans votre propre camp, dans votre propre famille, les gens vont penser que ce que vous faites n'est pas clair? Vous comprenez? Et puis, je vais vous dire une chose. Moi-même, je ne vais pas dire ma maison. Dans ma chambre, s'il faut voter, par exemple, je ne pense pas que j'aurai 100%. D'accord? Parce que nul ne peut plaire à 100% dans cette vie pour qu'on nous dise que dans son fief, le Rogoué, là, que Ali Bongo a été élu par tout le monde. Mais il n'y a pas que ses parents là-bas, hein. Il y a aussi d'autres couches sociales qui ne sont pas forcément de son clan, qui habitent là-bas. Il y a le flux migratoire. Voilà, il y a des décès, des malades, donc, des empêchements. Écoutez, divers. je crois que ça, c'est du folklore. Voilà. On n'a qu'à arrêter ça. Et aujourd'hui, ce qu'il faille faire, c'est que cette communauté internationale, même si ça peut faire jurisprudence, puisse amener Ali Bongo. Je ne pense pas que l'histoire de recomptage là, ça peut faire quelque chose, hein, parce que le Jean-Ping a les procès-verbaux. Quand on confronte les procès-verbaux, parce qu'au Togo, on nous a exhibé, par exemple, si je prends le CAP 2015, on nous a exhibé des PV sur lesquels on a passé, par exemple, des blancos, où, par exemple, les chiffres ne sont pas coordonnés, où les chiffres ne sont pas authentiques, ainsi de suite. Donc, on n'a qu'à essayer de mettre la pression. Et puis, ce qui m'étonne, c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui m'étonne. Et chaque fois, c'est la même situation. Ça s'est produit en Côte d'Ivoire. On a vu comment ça a fini. En tout cas, si ça va être la même chose, je crois que l'Afrique recul de plus de 100 ans. Voilà, le temps est contre nous. Nous sommes donc arrivés à la fin de Actu 7 de ce jour. Merci Sylvain Epiphane Vidiakou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Rodrigue Arrigo. Je rappelle que vous êtes journaliste freelance. Sylvain Epiphane Vidiakou, directeur du site d'information Afrique Report. Et c'est donc fini pour ce numéro de Actu 7. Merci de nous avoir suivis. Mise en onde Innocent Zéou. Appelez-moi Jean-Marie Gonçalves. Au revoir.